Bonjour à tous, 8h10 dans la matinale RCF. Et ce matin, alors que depuis lundi se tient à Paris le procès en appel d'Abdelkader Merah, le frère de l'auteur des attentats de Toulouse et Montauban en mars 2012, alors qu'avec la chute de Daesh en Syrie se pose la question du retour des djihadistes français, alors que depuis 2012, le monde, et notre pays en particulier, n'ont cessé de subir la violence haineuse du terrorisme djihadiste, notre grande invitée ce matin est reporter à l'Obs, prix Albert Londres en 2013 pour un reportage sur les migrants et auteur d'un album avec l'illustratrice Leslie Play. C'est quoi un terroriste ? Un album sous-titré « Le procès Merah et nous » et c'est publié dans une coédition Le Seuil Delcourt. Doane Bui, bonjour. Bonjour. En 2017, vous avez donc couvert le procès d'Abdelkader Merah. Ce n'était pas votre premier procès terroriste. C'est une expérience que vous racontez donc dans cet album. Un livre où vous vous mettez en scène, vous la journaliste, mais vous aussi la mère de famille. Pourquoi, alors que vous avez publié de nombreux articles sur le procès, vous avez écrit de nombreux tweets, pourquoi prolonger cette expérience par un album ? Parce que justement, en fait, malgré le fait que, c'est vrai, j'ai beaucoup écrit sur ce procès et aussi sur l'affaire Merah que j'avais couverte avant le procès, en fait, il y a ce qu'on écrit et puis il y a aussi ce qu'on n'écrit pas. Et c'est vrai que j'ai réalisé après ce procès, qui était un peu le premier procès, le premier grand procès du terrorisme, j'ai réalisé à quel point notre pays avait changé, nous avions changé avec effectivement, vous le rappeliez tout à l'heure, tous les attentats qui nous ont tous bouleversés, le Charlie Hebdo, le 13 novembre, Nice, il y en a eu tellement qu'on ne peut même pas faire la liste là avec le nom de toutes les victimes. Et en fait, tout est remonté pendant ce procès où effectivement il y avait dans la salle le frère du tueur, les victimes et tous ces questionnements que j'ai pu avoir en tant que journaliste sur comment on raconte le terrorisme, comment on tente d'expliquer la radicalisation, puisque dans l'affaire Merah, on a c'est le djihadisme made in France, et ce sont des Français, c'est quelqu'un qui est né en France, et c'est en plus un réseau djihadiste qui est très très ancien, que dans mes enquêtes sur le djihadisme, je vais toujours revenir sur ce réseau qu'on a appelé le réseau Artigat, du nom de ce petit village dans le sud de la France. Donc finalement, ce procès, il concentrait beaucoup de questionnements que j'ai pu avoir quand j'ai traité ces questions de terrorisme. Alors le procès en appel a donc commencé lundi. Abdelkader Merah, c'est donc le frère de l'auteur des attentats de Toulouse et Montauban. Il comparait en appel pour association de malfaiteurs terroristes et complicité d'assassinat. Il avait été condamné à 20 ans de prison en 2017 lors du procès en première instance, mais il avait été acquitté des faits de complicité d'assassinat. Quel est l'enjeu cette fois-ci pour le procès en appel ? L'enjeu justement, le verdict avait suscité beaucoup d'émotions par rapport à l'acquittement quant à la complicité d'assassinat. Ce qui est assez troublant dans tous les procès même qu'on va avoir dans le futur, c'est qu'effectivement les auteurs sont morts. Donc là, en fait, c'était beaucoup le procès d'un fantôme de Mohamed Merah qui n'était pas là et son frère était là. Donc c'était effectivement très compliqué d'essayer de déterminer jusqu'où il avait été impliqué ou non. Voilà, il a été déclaré innocent de la complicité d'assassinat et aujourd'hui ils vont justement tout l'enjeu du procès est de réexaminer cet acquittement pour complicité. Doane Bui, on s'en rend compte si on fait une petite revue de presse cette semaine, il y a beaucoup moins de suivi de ce procès en appel par la presse et puis il y a aussi beaucoup moins de public dans la salle. C'est ennuyeux ? Alors est-ce que c'est je pense qu'il y a moins de suivi parce qu'effectivement, la première fois en 2017, c'était la première fois justement qu'il y avait à la fois la parole des victimes et la famille Merah qui est venue comparaître à la barre. Donc il y avait un effet... donc c'est la première fois qu'on les voyait. Donc c'est pour ça que le procès a suscité... Là, il y a une forme de lassitude, de désintérêt. Je me suis posé la même question au procès Mehdi Nemmouche que j'ai suivi à Bruxelles, où là, pour le coup, l'auteur de la tuerie était là. Peut-être qu'effectivement, on a connu tellement d'attentats que c'est vrai, on ressent cette espèce de je ne veux pas employer le mot de lassitude parce que je le trouve trop affreux pour les victimes. Mais pour les victimes, c'est dur
d'avoir moins de monde au procès? Pour les victimes, il y a quelque chose qui m'a énormément troublée et questionnée d'ailleurs dans mon exercice en tant que journaliste. Les victimes lors du premier procès m'ont toutes dit c'était tellement horrible pour nous pendant toutes ces années d'entendre ce nom, Mera. C'est ce que Samuel Sandler, par exemple, le grand-père des 2 petits-enfants qui ont été tués, et donc de Jonathan Sandler, l'enseignant qui a été tué devant l'école, n'a jamais prononcé même le nom de Mera. Et pour eux, en fait, il faut imaginer, pendant 2012 jusqu'à maintenant, entendre tout le temps le nom de l'assassin de leurs proches, plus... Et moi, je tweetais en plus, et à chaque fois, j'employais le hashtag Mera. Donc, je me suis posé cette question. Je me suis dit, est-ce que nous, en fait, tout le temps répéter ce nom, voilà, quel est l'impact sur les victimes? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout un débat sur est-ce qu'il faut, oui ou non, nommer les tueurs. Alors, oui. Et alors, vous en pensez quoi? Il faut les nommer justement, alors moi, j'ai changé par rapport à ça. Je continue à être persuadée qu'il faut parler de la radicalisation. Je suis pas du tout partisane. Il y a un ancien Premier ministre qui avait dit expliquer, c'est déjà excusé. Je suis Emmanuel pas du tout partisane de cela. Je pense qu'au contraire, il faut tout le temps expliquer pour essayer de comprendre. Il faut aller au procès à la 16e chambre, donc qui traite des affaires de terrorisme. Il faut raconter la radicalisation. Il faut vraiment... Mais il ne faut pas dire les noms? Mais les noms, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que... et c'est pareil aux États-Unis, il y a ce même débat sur les auteurs des tueries de masse. Est-ce que finalement, en donnant les noms, ça héroïse ces personnes, et du coup, d'autres ont envie de les suivre pour faire comme eux. Et là, récemment, il y a eu l'attentat de Christchurch. Et le fait que la première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, décide de ne pas employer le nom, c'est vrai que ça m'a beaucoup interrogée. Et quand je suis à la trêve, après les attentats du Super U, les habitants, ils me disaient tout ça. Ils m'ont tous dit, ne parlez pas du tueur, on s'en fiche. À Trèves, c'est le premier attentat où on connaît le nom d'une des victimes, le colonel Beltram. Duanbi, Latifa Benzaten, c'est l'une des mères des victimes, on va en reparler, mais elle a souhaité, pour ce procès en appel, un procès plus digne. Le premier s'est mal passé? Le premier, il y a eu beaucoup de moments qui étaient insoutenables. Enfin, il y a eu beaucoup de moments où il y avait ce qu'il y a malheureusement tout dans un procès, quand il y a de la tension, des clashs entre inévitable. C'est inévitable, mais je pense qu'effectivement, pour les victimes, c'était particulièrement pénible à vivre. Je me souviens d'une des sœurs de Mohamed Chemseddine Legouad qui disait, mais c'est quoi, où est-ce qu'on est? Est-ce que c'est un théâtre? Parce qu'elle avait l'impression, effectivement, parfois même de clash qui étaient presque surjoués, mis en scène, et alors que eux, leur douleur, elle n'était pas mise en scène, elle était juste là. Donc, mais c'est pour beaucoup aussi la première fois qu'ils se retrouvaient dans une cour d'assises. Donc, et d'ailleurs, la dignité, c'était dans les deux sens aussi, parce que c'est vrai que de voir Éric Dupond-Moretti, après le verdict, qui était l'avocat de la défense et qui, effectivement, du coup, on va dire, a gagné, je déteste aussi ce genre de terme parce que c'est pas un match, mais voilà, qui a obtenu l'acquittement pour complicité. Quand il est sorti, il a été hué donc tout ça, c'était des scènes très violentes. Et cette violence, d'ailleurs, elle se ressentait dans les réseaux sociaux. Enfin, justement, quand on live tweetait. C'est mieux parti là? Vous pensez que ça va mieux se passer? Oui, parce que justement, il y a moins de comment dire, de pression médiatique et de pression médiatique, parce qu'en fait c'est un cercle vicieux. En fait, plus un procès est couvert, plus il y a de pression médiatique, plus il est effectivement live tweeté, plus il y a de punchline, parce qu'il est écouté, regardé, et c'est vrai que ça peut avoir des conséquences un peu Duanbi, dans votre livre, on vous sent bouleversé par la dignité des victimes. Est-ce qu'on peut d'abord redonner leur nom, les victimes je vais pas donner son nom, les victimes du tueur de Toulouse, le tueur au scooter, comme on l'avait surnommé. Donc Jonathan Sandler, ses enfants Harry et Gabriel, Myriam Monsenego, donc ça c'était devant l'école aux Aratora, les 3 militaires qui ont été tués à Montauban, donc évidemment Imad Ibn, Abel Chenouf, il faut évidemment pas, donc Mohamed Chemseddine Legouad, et ne pas oublier Loïc Libert qui avait témoigné par vidéoconférence, qui a survécu et qui est gravement handicapé. Et c'est vrai que c'était un témoignage
témoignages très forts, parce que en fait on oublie parfois les gens qui ont survécu, et survivre après une tragédie telle est compliqué. Alors il y a une figure iconique dans ce procès, c'est Latifa Ibn Ziaten, c'est la mère donc d'une des victimes. Nous l'avons reçue dans cette émission. C'est une très grande dame. Elle a une place particulière dans ce procès. Elle a une place particulière dans ce procès. Je dirais même qu'elle a une place particulière pour notre pays, tout simplement. C'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup impressionnée. Je l'ai suivie dans des écoles quand elle parle de la radicalisation, elle parle devant des élèves, et c'est quelqu'un qui est bouleversant dans son engagement, dans sa sincérité. Et c'est vrai que quand on voit justement l'impact de son discours auprès de jeunes lycéens, c'est là qu'on se dit que de quelque chose d'horrible peut sortir aussi quelque chose de beau, qui est ce dialogue qu'elle a avec les jeunes générations, et le fait qu'elle dit toujours qu'elle pardonne aux tueurs, et qu'elle essaye de comprendre, de comprendre ce mécanisme de radicalisation. Elle va aussi en prison, elle fait beaucoup de choses justement pour prévenir la radicalisation. Il y a une autre figure, c'est Samuel Sandler, qui lui a perdu son fils et ses 2 petits-enfants. Vous lui avez parlé, lui aussi? Oui, évidemment. Et Samuel Sandler, je l'ai revu en fait au procès de Mehdi Nemmouche, donc qui était donc pour la tuerie du musée juif de Bruxelles. Il était là le premier jour, le jour de l'ouverture du procès. Une figure aussi effectivement très digne. Et il redoutait, ce que je peux comprendre, parce que le premier procès, c'est 5 semaines quand même où les victimes ont été immergées, où on a rappelé tout ce qui s'était passé, où on a revécu en fait le drame parfois minute par minute. Donc revivre ça, c'est refaire sortir pour eux plein de choses très 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 douloureuses. Et puis dans votre livre, on découvre aussi qu'il y a les parents de jeunes partis faire le djihad, et eux aussi, pour eux, c'est des moments difficiles. Oui, parce qu'eux aussi, ils ont perdu un enfant. Donc, et ce qui est compliqué, c'est qu'ils ne... Tous ne sont pas des personnes radicalisées. Et ils sont aussi du côté des accusés, puisqu'on les accuse d'avoir donné naissance à des gens qu'on considère, à qui on a mis le mot monstre, et le mot terroriste, qui aujourd'hui est synonyme de monstre. Et alors qu'effectivement, ces personnes, avant d'être radicalisées, étaient des garçons comme vous et moi. Donc j'ai aussi beaucoup rencontré des parents de djihadistes. Bon, cette étiquette est compliquée à porter. Et je me rappelle d'une scène qui m'avait vraiment émue. C'était c'était la rencontre entre Georges Saline, le père d'une des filles de Lola, qui a été tuée au Bataclan, et de mères de djihadistes. Et avec un échange vraiment de fraternel, où lui me disait, mais en fait je plains aussi ces mères, parce qu'elles ont perdu leur enfant 2 fois. Elles l'ont perdu une première fois lors de la radicalisation, et une deuxième fois quand leur enfant est mort en Syrie. Et je trouvais qu'en fait c'était très beau, parce que ça résumait vraiment ce drame de la radicalisation. Dans NB, il faut quand même qu'on parle de l'accusé. Comment, quand on est journaliste, on résiste à la haine? Moi, honnêtement, la haine, je pense que c'est un sentiment que j'ai pas du tout. Et j'ai pour le coup aucune haine envers ce que mon seul moteur, en fait, c'est d'essayer de comprendre. Donc, ce qui était plutôt... ce qui m'a happé, moi, dans ce procès, c'était justement cette plongée dans la famille, dont j'avais déjà rencontré d'autres membres avant. Et c'est d'essayer de comprendre ce qui avait amené à l'incompréhensible. C'est plutôt ça qui a été mon moteur. Alors, votre livre s'appelle « C'est quoi un terroriste ?» Finalement, c'est quoi un terroriste? C'est un gars qui a mal tourné? Je crois que je n'ai toujours pas cette réponse, et c'est pour ça que je continue à suivre ces questions. On n'a pas de réponse à ça. Parce qu'en fait, plus on enquête, plus on voit des parcours, plus on voit que les parcours sont divers, et plus on voit que les motifs sont... Il n'y a pas une seule façon de devenir terroriste. Il n'y a pas une seule façon, il n'y a pas un seul profil, parce que justement, c'est une matière humaine. Et ce mot monstre, qui est en fait assez...
pratique, parce que du coup on se dit ce sont des monstres, ils sont pas comme nous, ce sont des extraterrestres. En fait, justement, ce qui est déroutant, c'est que si on voit qu'ils sont comme nous. Vous avez 2 petites filles, vous en parlez dans votre livre. Comment vous leur racontez votre métier? Justement, en fait, moi, ce que j'ai voulu faire avec cette BD, et je remercie tellement la dessinatrice Leslie Play qui me... voilà, parce que sans ces dessins, ça n'aurait été pas possible de raconter ces choses aussi dures. Je voulais faire quelque chose de pédagogique et quelque chose qui puisse être lu par mes filles et lu par des enfants, voire des jeunes préados, parce que justement, en tant que journaliste, comme parfois je suis des choses assez difficiles, j'avais du mal en fait à leur expliquer, parce que je voulais toujours les préserver et ne pas parler en fait des choses. Et en fait, quand on ne parle pas, c'est encore pire, parce que les enfants s'imaginent plein de choses et fantasment des choses. Donc en fait, au contraire, je pense qu'il faut leur expliquer, il faut raconter sans forcément montrer les choses qui sont trop dures. Et ces questions, elles me les ont forcément posées. C'est quoi un terroriste? Pourquoi tu racontes des histoires de la vie de terroriste? Et du coup, voilà, moi, ça m'a aidé à leur expliquer tout ça. Merci beaucoup, Doyen Buis, c'est très réussi. Ça s'appelle « C'est quoi un terroriste ?» Le procès Mera et nous, avec les dessins de Leslie Play. Et c'est une coédition Seuil Delcourt. Merci beaucoup d'avoir été notre grande invitée ce matin.